Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire dédié au score modulable dans le cadre de la gestion préventive de vos risques clients et fournisseurs. Je suis accompagné aujourd'hui de Patrice Michel et d'Alain Luminel, respectivement responsable de l'analyse financière et responsable data science chez Elisphère. Merci. On va attendre 2-3 minutes que les retardataires puissent nous rejoindre. Donc, je vois que dans le chat, il y a pas mal de personnes qui sont déjà présentes. Donc, bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être présents ce matin. Bonjour. Alors, pour vous expliquer un peu comment la présentation va se dérouler, alors vous avez déjà tous dû avoir le plan de la présentation. On va commencer par aborder des éléments de contexte autour de la crise Covid, de la situation des défaillances, parler un peu des risques auxquels vous pouvez faire face aujourd'hui. Et ensuite, on arrivera sur la présentation du score modulable qui sera faite dans un second temps. Pour pousser l'interactivité pendant la présentation des sondages vous seront proposés, donc vous trouverez dans l'interface en bas à droite un onglet sondage dans lequel vous pourrez justement interagir avec nous et répondre aux questions qu'on vous pose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à nous les poser dans l'onglet questions. Comme ça, à la fin de l'intervention de Alain et de Patrice, nous pourrons y répondre tranquillement. Alors, il est 31, on va se laisser une petite minute. Je vous laisse peut-être, messieurs, vous introduire auprès de nos participants. Et puis peut-être présenter un peu Elisphère pour ceux qui ne connaissent pas encore Elisphère. D'accord, donc moi je suis Alain Luminel, je suis responsable du pôle expertise financière chez Elisphère. Donc à ce titre, je travaille à les directions de l'entreprise avec la data science, tout ce qui est création notamment d'indicateurs de scores sur mesure, avec nos commerciaux pour les accompagner sur des problématiques un peu financières, et puis également j'ai une casquette de formateur pour nos clients. Donc je suis ravi de participer à ce webinaire avec vous. Merci Alain. Bonjour à tous. Patrice Michel, je suis le responsable de l'équipe Data Science d'Elisphère. Nous sommes en charge du développement des offres liées à l'analyse de la data, avec notamment l'équipe d'Alain sur la connaissance des données qu'on a. On en reparlera d'ailleurs de l'ensemble des données qu'on a à notre disposition. Donc notre objectif, c'est de pouvoir faire parler ces données pour vous accompagner justement dans la prise de décision. Très bien. Eh bien, écoutez, alors pour présenter Elisphère, quand même. Les gens qui sont derrière nous. Elisphère, donc nous sommes sur le marché de l'information, donc nous sommes leaders sur le marché de l'information. Donc nous diffusons des informations, nous les valorisons sur toutes les entreprises au niveau mondial. Très bien. Eh bien, messieurs, je vous propose de commencer la présentation. Donc on va vous partager on va vous partager. Donc, si vous voyez nos yeux se baisser, c'est qu'en fait, on regarde la présentation, on ne la connaît pas totalement par cœur, même si on l'a écrite, mais quelques subtilités qui peuvent, voilà, un petit support visuel pour nous. Tout à fait. Hein? Et je pense. Madame Gérard, vous avez un problème de son et d'image? Alors oui, j'ai l'impression que c'est la seule personne qui a ce problème-là. Oui, est-ce qu'une autre personne a effectivement cette difficulté? N'hésitez pas à nous le dire. J'ai ni son ni image. Alors peut-être essayer d'actualiser. Non. Du coup, elle nous entend non, pas. Merci, Madame Baptiste. Non, bon, je vais essayer de régler ça le problème dans le chat, mais on va pouvoir commencer. Donc, messieurs, je vous laisse introduire le sujet. Je t'autorise. Très bien. Donc on va parler des éléments de contexte. On peut peut-être parler un peu du plan, comment on va aborder le sujet. Oui, alors la première partie, des éléments de contexte, toujours intéressant parce qu'on a beaucoup d'informations contradictoires et un peu paradoxales. On a d'un côté une baisse assez significative des défaillances, 12% par rapport à l'année dernière. En fait, quand on fait même quand on regarde les défaillances fin 2021 par rapport à 2019, on est à peu près à moins 48% de défaillances, ce qui est un peu énorme. Et puis, on a aujourd'hui un excès de liquidité, c'est-à-dire qu'on a une réserve de liquidité au niveau des entreprises qui est relativement forte. Et paradoxalement, on a des délais de paiement qui sont vraiment pas bons. Donc, je vais revenir en fait sur ces slides-là. On parlera de l'importance de la liquidité et surtout comment on définit cet indicateur de liquidité et puis analyser ces trois composantes qui se trouvent en amont.
Parce que l'intérêt, en fait, de cet indicateur de liquidité, qui est très bon sur 2021, c'est de mesurer sa pérennité sur 2022-2023. Est-ce qu'il sera aussi bon sur 2022 et sur 2023? Je vous donnerai, en fait, des pistes pour pouvoir évaluer ça. Et puis, ensuite, on rentrera un peu plus dans le cœur du sujet, de ce score modulable, comment on voit les choses. Voilà. Comment on a pu construire ce score modulable avec d'ailleurs de premiers échanges avec des clients pour justement construire cette visibilité dont on a besoin pour mieux appréhender les difficultés on va parler sur la difficulté de paiement. Alors, je vois que vous avez une slide devant vous, tu as un petit peu anticipé, merci, sur la situation aujourd'hui. Alors, c'est un graphique qu'on récupère sur le site de la Banque de France, en l'occurrence, qui est mise à jour cette semaine, il y a 2-3 jours. Ce qu'on voit, effectivement, et vous savez, Alain l'a très bien introduit, c'est que le volume de défaillance d'entreprise a fortement chuté au début de la crise sanitaire. Le quoi qu'il en coûte, la politique du quoi qu'il en coûte de l'État français a permis de sauver les entreprises de la difficulté économique de la crise sanitaire. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de l'année 2022, on voit d'ailleurs que ce volume augmente légèrement. Donc, il reste encore à un niveau très très bas par rapport à un cycle normal, comme je disais, en 2019. Mais on est un petit peu au-dessus de ce qu'on a en 2019. Donc, est-ce que c'est une reprise des défaillances? Est-ce que c'est un réajustement? On a des tribunaux de commerce qui, maintenant, communiquent beaucoup sur les quelques premières défaillances de l'année. Alors, on a un léger rebond sur la fin de l'année, le début de l'année, sur des secteurs comme le bâtiment et la construction. Alors, il faut savoir que notamment dans ce secteur, il y a eu une hausse assez forte du prix des matériaux, plus de 18%. Ça peut expliquer aussi cette situation-là. Et on a également une progression dans le domaine, dans les activités du commerce et de la réparation automobile. En fait, quand on va se projeter, c'est de se dire quel va être à peu près le niveau moyen des défaillances sur 2022. On avait une grosse inquiétude sur 2021. On s'était dit que finalement, l'endettement n'est pas un gros problème. Ce qui va être un gros problème, ça peut être la capacité des sociétés à pouvoir rembourser notamment les PGE. Donc, un bref rappel sur les PGE, c'est 148 milliards d'euros, c'est 700 000 entreprises bénéficiaires, principalement des TPE. Et ça, c'est important parce qu'on sait que les défaillances, c'est logiquement le lot de ces catégories d'entreprises. C'est 87% de TPE. Et donc, on avait une crainte justement sur le remboursement de ces PGE. Alors, la crainte, elle était en partie levée parce que quand on regarde un peu les estimations de Bercy sur le taux de défaut des PGE, au départ, ils l'avaient estimé à 5,3%, qui était finalement un taux qui était relativement haut. Ils ont commencé à le baisser au mois d'août à 3,8%, et là, ils l'ont encore réévalué à la baisse sur 3,1%. C'est une information positive qui permet en partie d'évacuer en tout cas cette problématique. La deuxième chose, c'est que les TPE vont pouvoir bénéficier de l'étalement aujourd'hui de leur PGE. Donc, il y avait une possibilité de le faire sur 6 ans, possibilité de leur donner de maintenant de le faire sur 10 ans. Sur des TPE qui sont bien sûr pas en cessation de dépôt de bilan, mais en tout cas qui peuvent avoir des difficultés. Donc ça c'est la première crainte qui est en partie levée. La deuxième crainte qu'on pouvait avoir et qu'on peut toujours avoir, c'est sur le remboursement des dettes, notamment des dettes URSSAF. Vous savez qu'il y a eu un gel. Ça représente quand même un montant de 11 milliards d'euros qui doit rentrer aujourd'hui dans les caisses de l'État. Et là, pareil, cette crainte peut être en partie levée sur des secteurs. Donc, il y avait cet étalement sur 36 mois et sur des secteurs qui sont encore en souffrance, que notamment le commerce, la restauration et notamment l'événementiel. Il y a une possibilité encore d'avoir un différé sur un étalement sur 5 ans. Donc là, on voit qu'il y a un éclairage quand même qui est très, très sectoriel. Et puis, la crainte qu'on peut avoir après, c'est bien sûr la reprise de l'inflation. On a des niveaux d'inflation qui est vraiment très haute. On n'avait jamais connu ça depuis l'euro. Donc, on est à plus de 2%. Je crois qu'on est à 2,3%. Et ça va continuer à grimper. Je crois que les estimations vont dépasser les 3% sur le premier semestre 2022. Donc, ça va être en fait une grosse problématique avec en plus une baisse du pouvoir d'achat. Donc, si on va faire on met un peu en perspective tous ces éléments-là, l'estimation aujourd'hui, ça serait une progression des défaillances. En tout cas sur l'année de 2022, à hauteur de 4 000 à 6 000 défaillances. Donc, on ne va pas encore rattraper, bien sûr, on sera encore loin du bilan 2019,
mais on va commencer à grappiller et à se rapprocher en fait des défaillances 2020. La deuxième chose, c'est que paradoxalement, on voit qu'il y a quand même un excès de liquidité. Donc, on voit que les réserves de liquidité sont très, très fortes. Il y a eu 185 milliards d'euros de liquidité. Donc, quand on regarde les ratios des entreprises françaises, le ratio de liquidité il est plutôt bien orienté. Donc, je rappelle ce que c'est que le ratio de liquidité. Hein. Ça répond à la question, est-ce qu'avec mon actif disponible à très court terme, donc mes créances clients, ma trésorerie, est-ce que je peux faire face à mes dettes fournisseurs et mes dettes fiscales et sociales? Bon, on arrive logiquement sur des ratios qui, avant la crise, étaient à peu près à 1. Donc là, on a vraiment fait progresser ces ratios avec ces excédents. On est à peu près à 2, voire à 3. Mais que, parallèlement, on a des comportements de paiement qui sont toujours aussi mauvais en France. Donc ça, c'est un peu le mauvais réflexe, en fait, qu'on a en France. On note une dégradation des comportements de paiement. Je crois qu'on avoisine à peu près les 15 jours. On était à 13 jours sur 2020. Le côté positif, c'est qu'au niveau de la sphère publique, ça s'améliore. Donc aujourd'hui, l'État paye mieux. Donc on a un gain de 2 jours au niveau de l'État, un peu plus au niveau des départements et des régions. Mais les mauvais payeurs restent souvent la grande entreprise. Et donc ça pose un problème parce que aujourd'hui beaucoup de PME par exemple se refusent à travailler avec les grandes entreprises, notamment sous les appels d'offres. Je crois que ça représente à peu près 53%. Et puis bien sûr ça pénalise les trésoreries d'entreprise. On a également une envolée des radiations d'entreprises, notamment tout ce qui est les radiations volontaires sur les entreprises individuelles. Vous avez pu constater que même s'il n'y avait pas beaucoup de défaillances, quand on se promène un peu dans les centres-villes, on voit quand même qu'il y a beaucoup de fermetures. Donc, il y a un bond des radiations d'entreprise. Donc, vous avez 3 niveaux de radiation. Vous avez le premier niveau, c'est de la radiation volontaire. Vous avez des radiations d'office par les tribunaux de commerce. Et puis, vous avez des radiations qui font suite à des procédures collectives. Et donc, il y a eu une envolée des radiations volontaires de plus de 20%. Parallèlement, il y a eu bien sûr beaucoup plus d'immatriculations. On arrive à peu près à un niveau d'1 million à peu près d'immatriculations, tout confondu, hein, si je table également sur la micro-entreprise. Au niveau des sociétés, on arrive à peu près à 250 000 créations. Et là, on retrouve un peu le mal français dans ces créations d'entreprises. On table beaucoup sur de la SAS. Alors, c'est vrai que la SAS, c'est un peu facile et les modalités en fait administratives sont souvent allégées. Problématique de la SAS, vous n'avez pas de capital social minimum. Et donc, dans les 2 tiers aujourd'hui des créations d'entreprises, vous avez des entreprises qui sont créées avec un capital social inférieur à 2 500 €. Alors, je te laisse. les enjeux, aujourd'hui, on voit très bien que finalement, le risque de défaillance, c'est un risque qu'il faut mesurer. C'est bien sûr un risque qu'il faut suivre parce que c'est bien sûr, c'est le risque, je dirais, ultime. En revanche, il faut se situer un peu en amont de la défaillance. Et surtout, se poser la question, aujourd'hui, je vais plus aussi m'orienter sur un risque crédit qui correspond finalement à la question, est-ce que je vais être payé en temps et en heure? Donc, le score modulable qu'on va vous proposer va répondre à cette question-là. Tout à fait. Et vraiment, un élément qui est important de noter, c'est qu'une entreprise qui fait défaillance, c'est une entreprise qui ne vous paiera pas. De toute façon, ne rêvez pas, vous n'aurez pas l'argent s'il y a une défaillance. Par contre, effectivement, c'est une entreprise qui commence à aller moins bien, qui a des petits signes de fragilité, le score le dira, enfin notre score de défaillance, on en parlera plus tard, on pourra le dire. Mais là, il est important que vous sachiez rapidement, efficacement, que cette entreprise commence à finalement avoir des difficultés, donc à gérer cette trésorerie, voire à votre dépens d'ailleurs, en l'occurrence, puisque en fait, elle joue sur votre trésorerie pour gagner sur cette trésorerie. Et puis, il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est une décision d'entreprise unilatérale qui est « je ne vous paye plus parce que je n'ai plus envie de vous payer, je ne respecte pas l'engagement que j'ai avec vous ». Et l'exemple caricaturaux, M. Drake, quand il avait à la tête de SFR, avait fait cette politique de ne plus payer pour renégocier les contrats. Ça peut arriver, c'est qu'une entreprise va bien, elle se porte bien, mais elle décide justement de jouer totalement pas fair play du tout et ne pas vous payer. Notre objectif avec le Traveler Score Modulable qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est justement de pouvoir mesurer ce risque de mauvais paiement dans les mois qui viennent pour vous.
Alors, c'est la grande question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des ratios de liquidité qui sont bons. Alors, vous avez deux ratios de liquidité d'un point de vue financier. Vous avez le premier ratio qui est un ratio de liquidité générale. Donc, lui, il va englober les créances clients, il va englober la trésorerie, mais il va englober également les stocks. Et puis derrière, bien sûr, il va regarder les dettes exigibles à très court terme. Vous avez un deuxième ratio qui, lui, est un peu plus fin, qui est le ratio de liquidité réduite, qui, lui, va prendre exactement la même chose, sauf les stocks, parce qu'il va se dire, finalement, dans les stocks, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Donc, il y a l'importance, finalement, de privilégier un ou le deuxième ratio en fonction de votre secteur d'activité. Si vous travaillez, par exemple, dans le domaine de l'industrie, peut-être que le ratio de liquidité générale, parce que les stocks, par exemple, un stock sur l'aluminium, sur l'acier, ça vaut quand même de l'argent. C'est quand même mieux de prendre ce ratio de liquidité générale. Nous, on préconise également un ratio qu'on a créé spécifiquement à la crise, qui est le ratio de liquidité réduite d'exploitation, qui, lui, va prendre en compte vraiment que le cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc, dans mon actif disponible à très court terme, je vais faire abstraction de ce qu'on appelle les autres créances, parce qu'il peut y avoir des connotations groupe, donc des remontées en fait de dividendes au niveau du groupe. Et je vais prendre en compte également le passif exigible à très court terme, hormis les autres decks qui peuvent prendre en compte les descentes en fait de trésorerie au niveau du groupe. Donc, on a ces trois ratios qui sont plutôt bons. Il ne faut pas s'en arrêter là. Et en fait, d'un point de vue méthodologique, ce qui est important, c'est de se dire, je vais analyser les composantes en fait en amont et me dire finalement la liquidité, c'est un peu comme une rivière. Aujourd'hui, la rivière, elle coule bien, elle est à flot et elle est alimentée en amont par 3 robinets. Le premier robinet, aujourd'hui, c'est le robinet de la structure. Robinet de la structure, pourquoi? Parce qu'il y a un endettement qui était très très fort au niveau des entreprises françaises. Donc aujourd'hui, c'est plutôt bien. Ce que je vais regarder au travers de ces éléments de structure, je vais dire, OK, c'est très bien qu'il y ait un endettement, mais je vais regarder quand même le niveau des capitaux propres par rapport à cet endettement. Parce que c'est toujours intéressant, c'est que cette composante structure continue à me ramener en fait régulièrement en fait de l'eau qui va couler dans la rivière. Donc je vais regarder dans ces éléments de structure des ratios propres comme le ratio d'autonomie financière, capitaux propres sur total bilan, mais je vais regarder la part de l'endettement par rapport aux capitaux propres, et je vais regarder également le montant en fait de la capacité de remboursement. Donc je vais regarder la part de l'EBE par rapport à l'endettement et finalement si on est plutôt sur 3 années d'EBE, 4 années d'EBE pour pouvoir rembourser cet endettement-là. Donc c'est important d'avoir des bons seuils pour voir si ce premier robinet en fait fonctionne bien. Donc aujourd'hui par exemple, si je prends une SAS qui a un capital social de 2 500 €, voire moins, on voit très bien que ce robinet, il va commencer à se gripper un peu. Pourquoi? Parce que vous avez un niveau d'endettement qui est largement supérieur aux capitaux propres de l'entreprise. La deuxième chose que je vais regarder, qui va alimenter finalement cette rivière, ça va être ma génération de cash. Alors, comment ça va être alimenté? Ça va être alimenté par la marge que va générer l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir une activité, mais il faut que cette activité, elle rapporte de l'argent. Donc, l'indicateur clé, ça va être l'excédent brut d'exploitation que je vais mesurer par rapport au modèle économique de l'entreprise. Pourquoi? Parce que 2% pour un secteur alimentaire, pour un supermarché, c'est pas pareil que 2% que par rapport à l'industriel. Je mesurerai ça par rapport à ce qu'on appelle l'intensité capitalistique de l'entreprise. Donc, je ne veux pas aller trop au-delà de ça. Et puis, on va regarder par rapport également à un deuxième indicateur qui s'appelle l'excédent de trésorerie d'exploitation, ce qu'on appelle l'ETE, ne pas mélanger avec l'EBE, qui lui, en plus de la marge, va regarder finalement les variations du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Pourquoi? Parce que quand vous regardez un peu le niveau des cash flows de l'entreprise, une projection, que va faire votre banquier? Il va dire, c'est très bien, vous générez des cash flows, mais vous le générez comment? Est-ce que vous le générez par la marge ou par des effets de BFR? Et on sait que des effets de BFR, quand il y a des reprises économiques, il y a eu 7% quand même de croissance sur 2021, il y en a énormément. Donc, on va privilégier bien sûr l'effet de marge que par rapport à l'effet BFR. Et puis, la troisième chose que je vais regarder, je vais surtout regarder la qualité des paiements. Pourquoi? Parce que dans cet indicateur de liquidité, vous prenez en compte les créances clients. Donc, c'est des clients qui vous doivent encore de l'argent. Et c'est de l'argent, pour le moment, qui n'est pas encore rentré dans la trésorerie. Donc, il vaut mieux avoir plus d'argent dans la trésorerie, moins d'argent qui est à l'extérieur. Donc, vous allez suivre l'évolution des délais de paiement de vos clients pour mesurer en fait cette résilience. Très bien. Alors, avant de passer à la présentation du score modulable
On aimerait vous poser quelques questions. Donc, comme je vous le disais en introduction, dans l'onglet sondage, vous allez voir dans quelques secondes 2 questions apparaître. La première, c'est de savoir si finalement la crise Covid a-t-elle fait évoluer votre politique de gestion préventive des risques clients-fournisseurs? Et une deuxième question autour justement du scoring, pour essayer d'un peu de voir parmi vous qui utilise déjà des technologies de scoring pour qu'on puisse avoir un premier aperçu. Donc là, les sondages viennent d'être publiés, donc vous pouvez d'ores et déjà répondre. On va vous laisser 30 secondes, 1 minute pour répondre, et puis on passera à la suite avec Patrice et la présentation du score modulable. N'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous avez des difficultés pour accéder au sondage. Et je rappelle que si vous avez des questions, certains d'entre vous en ont déjà posé. On y répondra justement en conclusion de ce webinaire. Mais n'hésitez pas, en tout cas, c'est justement le but de cette dernière partie d'échange qui nous permettra de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir aujourd'hui. Justement, il y a une question sur le score tel qu'on vous le présente. On va vous répondre à cette question-là dans les slides à venir. Alors, donc pour l'instant, les réponses, on fait un petit point sur les résultats. On a eu 25 votes pour utilisez-vous une technologie de scoring. Aujourd'hui, on a majoritairement des gens, on a 19 répondants pour, enfin 21 répondants pour maintenant, 5 répondants non. Et la crise Covid a-t-elle fait évoluer votre politique? On a majoritairement des réponses positives. Donc effectivement, les spectateurs qui sont là aujourd'hui ont bien conscience des enjeux que la crise Covid a pu poser et se posent peut-être des questions sur les moyens justement de monitorer. On va essayer d'y répondre dès maintenant avec la présentation du score modulable. Et donc du coup, je laisse Patrice prendre la parole. Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites et ça répond exactement à notre proposition qu'on vous présente ici. Vous savez, nous avons un score de défaillance d'entreprise qui prédit à un horizon d'un an, voire plus selon les conditions, du risque de défaillance d'entreprise. Une entreprise qui va en défaillance, qui va en liquidation judiciaire, ne vous paiera pas et il y a un véritable effet de risque pour votre entreprise, puisque si elle ne vous paye pas, vous perdez le cash qu'elle va générer lors de ce paiement. Donc, c'est un élément important d'identifier est-ce qu'effectivement les entreprises vont couler ou pas pour faire ça. Et un autre élément qui va être important, on essaie de reprendre ici, et c'est expliqué à Alain, c'est le risque de mauvais paiement. Effectivement, je n'ai pas de risque intrinsèque sur mon entreprise, elle va perdurer, je n'ai pas de question. Par contre, je suis en fragilité où je veux jouer ma trésorerie et donc je vais commencer à moins bien vous payer et donc prendre un risque pour vous. Ça joue sur votre BFR, ça joue sur votre trésorerie, vous avez un risque. Ce qui est important justement pour répondre à cette question de risque de mauvais paiement, 2 éléments importants. Le premier, c'est que le métier est au cœur du risque. L'Américaine a parlé beaucoup sur ces sujets et effectivement, nous avons besoin d'experts pour construire ces éléments. Ces éléments de difficulté économique, de mauvais paiement, c'est Alain qui les connaît, ce sont des experts qui les connaissent. Et c'est aussi vous. Vous connaissez vos clients, vous connaissez votre marché, vous connaissez votre secteur d'activité sur lequel vous travaillez. Et comme l'expliquait Alain, le risque n'est pas le même dans le secteur industriel à un niveau de cash que dans d'autres secteurs d'édition, de vente, etc. Donc, vous êtes partie prenante d'ailleurs de la construction de ce score modulable. Si on travaille ensemble sur ce score modulable, on vous fera travailler sur justement ces paramètres à mettre en place en fonction de votre contexte, de votre historique et de votre propre expérience de vos clients, vos fournisseurs. Merci. Alors, ce qui est important, je vais un petit peu rapidement cette donnée. On l'avait introduit, mais nous collectons énormément d'informations sur les entreprises françaises. Ça va sur les informations de sources publiques, sur les comptes annuels, sur les documents numérisés, sur l'INPI, aussi sur les sources privées. Donc, on a, pour faire simple, pléthore d'informations sur ces entreprises en France. Il y en a une sur laquelle on travaille et qu'on travaille avec vous, c'est aussi votre balance de paiement. Ce qu'on fait à travers ces données, c'est qu'on a construit plusieurs sous-scores en fonction. On va parler donc un sous-score de type sectoriel. Est-ce que je suis un secteur d'activité à risque, pas à risque, selon le contexte sanitaire? Donc, effectivement, des personnes, des équipes d'Alain ont pu travailler sur le risque dans ce secteur, le risque lié à la crise Covid, si tu veux en parler. Oui, en fait, l'idée, c'est qu'on avait déjà travaillé en amont
durant cette crise. Et il y a des secteurs qui avaient été beaucoup plus touchés que d'autres. En fait, on a catégorisé aujourd'hui les activités des entreprises. Donc, on a pris leur code NAF. On a évacué tous les codes NAF, notamment qui n'avaient pas vraiment vocation à concourir à l'activité économique. Donc, tout ce qui est activité politique, activité religieuse, les holdings financières. Et donc, on a 3 catégories aujourd'hui finalement de risques sur le risque en fait sectoriel, ce qu'on appelle le S1, sur le risque qui est faible, le S2 et le S3. Donc, il y a des positions d'arbitrage qui se font régulièrement sur cette catégorie de risques en fonction de l'évolution des défaillances qu'on constate notamment par rapport à 2020, mais surtout par rapport à 2019, et par rapport également à un référentiel qu'on met régulièrement à jour grâce à des entretiens que nous menons avec notamment des services études des grandes banques françaises. Donc ce score sectoriel, comment on va le faire? On connaît la situation à risque par code NAF, on connaît la typologie des entreprises, et on se dit que finalement, si je suis dans un secteur S3, donc un risque très sensible, c'est pas pareil si je suis une TPE qu'une PME et qu'une grande entreprise. Donc en fait, on a modulé en fait ce sous-score sectoriel. Donc ça, c'est une première partie de notre score final. La deuxième chose qu'on va regarder, ça va être bien sûr un peu les éléments financiers. Donc les éléments financiers, le deuxième sous-score. Donc on va définir, on a défini une batterie de ratios. Alors les ratios, il y en a pas énormément, il y en a à peu près une vingtaine. Ce sont vraiment les ratios les plus significatifs. Ce sont des ratios de structure, ce sont des ratios de liquidité, ce sont des ratios d'activité, et ce sont des ratios qui sont liés également au cash et donc à l'évolution du besoin en fondement d'exploitation. Et donc à l'intérieur de ces ratios, bon, nous notre expertise finalement, nous sommes un peu généralistes. On a posé des seuils. Alors, par exemple, par rapport à une typologie d'entreprise, je vous donne un exemple. Si je suis, par exemple, sur le ratio de profitabilité excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires, on a posé un seuil par rapport au modèle économique de l'entreprise. Donc, par rapport à l'intensité capitalistique de l'entreprise, qu'on a pu reconstituer grâce à son bilan fonctionnel, on s'est dit, finalement, si je suis un supermarché, si j'ai 3% de BE, finalement, ça va être plutôt un élément positif. En revanche, si je suis un industriel, si j'ai une intensité qui est forte, donc 120, 140%, donc il faut que j'investisse 140 € pour faire 100 de chiffre d'affaires, les 2%, finalement, ça va me ressortir d'une manière négative. Donc on a construit comme ça des seuils et des pondérations. Ce qui est important, c'est quand on va se projeter dans le futur. Je me mets un peu à votre place parce qu'on a travaillé aussi avec vous pour avoir cette réflexion-là. On l'a pas fait en chambre, mais bien sûr, on a travaillé en focusant, en tout cas avec vous. On s'est posé la question aujourd'hui. Je travaille sur un secteur d'activité où je travaille à l'intérieur de ce secteur d'activité sur une entreprise particulière. Je suis par exemple sur une entreprise aujourd'hui, je sais qu'elle génère beaucoup de cash, donc la marge en fait n'est pas une problématique pour elle parce qu'elle a toujours bien marché en 2019. Elle a continué à marger malgré les difficultés en 2020. Donc, je sais qu'elle va bien continuer, en tout cas sur 2021. Il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas sur 2021. Donc, finalement, le seuil que je vais garder sur l'aspect structure de l'entreprise, l'aspect solidité, il va être un peu conforme à ce que va mettre peut-être l'orthodoxie financière. Donc, sur le ratio, par exemple, autonomie financière sur le total bilan, je peux peut-être me satisfaire d'un niveau d'autonomie de 20%. En revanche, si je regarde mon portefeuille client, j'ai plein de sociétés qui ne marchent pas suffisamment, sur lesquelles la génération de cash ne va pas se faire. Plutôt intérêt pour ces entreprises d'avoir un haut de bilan solide. Donc, quand je vais définir en fait avec Elisphère le seuil, le bon niveau de seuil, je veux dire pour ce type de population sur lequel c'est à risque, sur lequel aujourd'hui il y a un bon indicateur de liquidité, mais qui n'est pas sûr qu'il soit pérenne, je vais positionner un seuil au niveau de l'autonomie financière, voire d'autres ratios structurels qui soient beaucoup plus importants que ce que prôner l'orthodoxie financière en période hors crise. Donc, ça va être peut-être un seuil qui va être de 25 ou de 30%. Donc, vous avez une possibilité d'ajuster à travers, en tout cas, ce score financier, vos propres seuils et vos propres pondérations en disant finalement, moi, j'ai privilégié plus les aspects structurels que les aspects marge, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où la marge, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport des hausses des prix. Donc, on peut interagir par rapport à ça et par rapport à ce que vous connaissez de vos clients et de votre secteur d'activité.
Troisième élément, le score groupe, parce qu'on s'aperçoit que finalement, on peut travailler avec une société qui est filiale de groupes importants. On a des scores qui sont pas tellement bons, mais que derrière, il y a un soutien des groupes. Donc, c'est important de tenir compte finalement de la politique du groupe. Donc, on a déterminé aujourd'hui quelle est l'importance du groupe. Est-ce que l'entreprise travaille avec des groupes qui sont plutôt de grande importance, sur lesquels il va y avoir une majoration du score financier? Est-ce qu'il va y avoir, aujourd'hui, est-ce que je travaille avec un groupe intermédiaire? Est-ce que je travaille avec un groupe qui a des difficultés ou je travaille finalement avec des personnes qui sont des associés de personnes physiques? Et puis, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir par la suite positionner d'autres scores parce que finalement, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'éléments financiers, mais ce qui va monter, bien sûr, en puissance dans les années à venir, c'est l'extra-financier. Donc, on pourra adjoindre notre score, notamment tout ce qui est RSE. Vous avez donc compris le nom de modulable, parce qu'effectivement, on a plusieurs sous-scores et on se projette sur les scores, les sous-scores à venir, en termes de RSE, en termes de dépendance fournisseur, et d'autres éléments, actualité à chaud sur les entreprises. Et il y a un dernier élément qui va être important. Oui, pour apporter du dynamisme à ce score, et c'est important en tant que reprise économique parce que la défaillance, elle est relativement forte en période de reprise économique. C'est là où on a le plus de défaillance, notamment. Donc, c'est important d'apporter le dynamisme. Et le dynamisme, finalement, on va le faire un peu avec vous, et en tout cas grâce à vous, grâce à vos données et vos expériences de paiement. Et il y a un élément important qui va être le dernier, qui est le score, ce qu'on appelle score profil payer. Donc la couleur est différente parce que ça vient de vos données, en l'occurrence. Et on construit avec vous, selon le délai de paiement que vous avez, on va construire cette information de profil payer. Est-ce que mon entreprise me paye bien? Commence à mal me payer, en l'occurrence. Et je vais même donner un exemple qu'on a eu sur un de nos clients de notre offre score modulable qui est assez intéressant. C'était une entreprise qui était finalement un score financier très mauvais, dans le sens où effectivement elle était fragile, peu de trésorerie, beaucoup de dettes et un excellent profit payeur. Excellent. Mais en fait, l'entreprise savait que cette entreprise était fragile et donc exigeait de payer à la sortie du camion, littéralement. Donc effectivement, on avait bien une information, où on avait identifié une information pertinente business qui est l'entreprise était amenée à bien payer. Donc, cette notion de profil payeur est fondamentale. Alors, au niveau du fonctionnement, ce qui me paraît en tout cas très bien, c'est que vous allez définir votre propre stratégie de risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a autant de bilans sur les entreprises, mais on a beaucoup de moins en moins de visibilité. Parce qu'on a de plus en plus de bilans qui sont confidentiels. Et puis avant, ça posait pas vraiment un problème parce que on maîtrisait cette temporalité. C'est-à-dire qu'on arrivait sur des taux de croissance finalement qui étaient assez linéaires. Donc en fait, entre le moment où vous recevez un bilan et puis finalement la période actuelle, il y a toujours un décalage entre 8 et 9 mois. Et donc cette temporalité-là, on arrivait finalement à la maîtriser, on ne la maîtrise plus du tout. Donc, ce qui permet aujourd'hui de se dire, aujourd'hui, je suis à faire face à un client sur lequel j'ai les comptes 2019, j'ai pas encore les comptes 2020, je sais pas du tout ce qui s'est passé, j'ai profil payeur. Donc, dans mon score final, je vais privilégier le profil payeur. Je vais lui donner des points qui sont beaucoup plus importants, une pondération beaucoup plus importante que le bilan de l'entreprise. Et vraiment, je rebondis sur ce qu'on disait, mais ce score modulable est à construction avec vous, puisque en fonction de chaque sous-score et à l'intérieur de chaque sous-score, comme tu l'as indiqué sur ce score financier, vous êtes partie prenante sur les pondérations. Très bien, merci messieurs pour cette présentation. On a quelques questions dans le chat, donc je vais vous remettre visuellement visible et on va pouvoir commencer à répondre. Voilà, j'ai une première question de Patricia qui nous pose la question: ce score sera-t-il mis à disposition sur les portefeuilles existants ou est-ce un score complémentaire qui va remplacer le précédent? Alors, effectivement, c'est bien un score complémentaire. Le score de défaillance a une logique intrinsèque. Il vous prédit si l'entreprise va faillir et c'est un risque énorme pour vous, puisque là, clairement, c'est votre trésorerie qui prend un coup. Donc, le score de défaillance, et en plus, il est extrêmement de bonne qualité. Il reste de bonne qualité. Malgré la crise, on arrive toujours à bien prédire les défaillances à venir. Ce score ne bougera pas. Il est pertinent, il est légitime et il vous prouve d'ailleurs que vous prenez un risque avec une entreprise qui peut faillir. Ici, on répond à une logique plutôt de mauvais paiement. On répond à une autre question complémentaire, presque en amont dans la vie d'entreprise. Et donc, c'est un nouveau score qui est mis en place avec vous, d'ailleurs, parce que vous voyez, on a un élément important qui sont les délais de paiement qui viennent de vos données.
Et donc, on est bien sur l'information complémentaire qui vous amène à prendre la meilleure décision possible. Vous pouvez d'ailleurs, en fonction de vos contextes, dire je peux prendre un risque à un instant T sur je vais développer mon business, donc je lâche un peu prise sur mes finances et du coup, j'accepte de travailler avec une entreprise qui me paye un peu moins bien. Par contre, il y a un risque important, si elle faillit, il ne me paiera pas. Oui, et il y a un aspect aussi qui me semble important, c'est l'aspect visibilité. C'est-à-dire que le score défaillance, on est vraiment sur un score intelligence artificielle. Ici, on est plutôt sur un score expert sur lequel on a des indicateurs qui sont très visibles. Et souvent en période de crise, je dis crise malgré un taux de croissance, parce que malheureusement on n'est pas encore sorti, on a besoin de certaines certitudes. On n'aura pas une certitude totale, de certaines certitudes. Et on a besoin de voir s'afficher certains indicateurs. Et donc c'est un score qui permet déjà de comprendre la situation de l'entreprise, son secteur d'activité, et surtout, on a la main sur quelle est la stratégie de risque que je vais mener aujourd'hui avec une population d'entreprises. Alors, on a Gilles qui nous pose une question. Pour calculer tous les scores évoqués, il faut disposer d'informations comptables fiables. Quid du dépôt des comptes? Je pense que Gilles parle des comptes peut-être publiés en confidentiel auxquels nous avons accès. Tout à fait. Merci d'avoir répondu à la question. Plus de la moitié des comptes sont désormais déposés en mode confidentiel, selon la loi Macron. Nous y avons accès parce que nous sommes un acteur référent sur l'information d'entreprise. Donc, nous calculons tous nos scores avec ces informations auxquelles vous n'y avez pas accès, mais nous on y a accès. Et on vous répond, on vous rend l'information, bien sûr, plutôt en mode qualitatif, puisqu'on ne peut pas vous rendre cette information de ces bilans. Par contre, vous sachez que nos résultats de score sont bien liés à ces informations confidentielles. Oui, et puis pour répondre à Gilles, on est très vigilant sur la qualité de nos données. Donc, on fait beaucoup de vérifications. Notamment aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui viennent notamment de l'open data, des informations. Donc, on fait beaucoup de contrôles. Et au niveau du bilan, bien sûr, notre source principale reste les tribunaux de commerce. Très bien. J'ai Patricia qui pose une question qui est très curieuse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de prendre en compte le groupe? Qu'est-ce qui se passe au niveau du groupe dans le scoring? On y a un peu répondu dans la partie. On prend bien en compte l'effet groupe. Effectivement, si j'appartiens à une grande structure, je vais pouvoir être protégé par ma grande structure. Donc là, il n'y a pas de premier élément. Une TPE seule est beaucoup plus fragile qu'une TPE adossée à un grand groupe. Par contre, on ne prend pas en compte effectivement si le groupe va bien ou pas bien, puisqu'en France, grosso modo, les grandes entreprises vont très bien. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau des groupes, on a déterminé des seuils. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un grand groupe, on est parti sur un niveau de capitaux propres. Alors, dans les capitaux propres, j'englobe en fait tout ce qui est également emprunt obligataire. On est parti sur un montant de 1,5 milliard d'euros en fait. Et plus sur les grands groupes, on est parti sur des groupes intermédiaires, sur des niveaux un peu moindres. Et finalement, on s'est dit, mais on a l'historique aujourd'hui, et pour l'avoir vécu aussi, quand on intègre aujourd'hui un grand groupe, il y a peu de chances que finalement, de par la notoriété, de par, je dirais, les conséquences que ça aurait de ce groupe de précipiter sa filiale, ne pas de la protéger en tout cas d'une défaillance, ça aura des conséquences assez fâcheuses en matière de communication. Donc on constate peu de défaillances et en tout cas nous on fait un nivellement au niveau des groupes. On sait ce que c'est qu'un petit groupe et on va jusqu'à cette notion de grand groupe. C'est bien logique du too big to fail. Si je suis trop gros et de toute façon je serai aidé pour survivre pour les grands groupes. On a Gilles qui repose une question sur la fréquence de mise à jour des scores. Alors, la mise à jour des scores dépend de l'information quand est-ce qu'on met à jour. C'est-à-dire, dès qu'on a des nouvelles informations sur l'entreprise, on met à jour le calcul du score. Et puis, le sous-score sur le délai de paiement, ça dépend de vos données, en l'occurrence. Et donc, plus on les a rapidement et plus ces informations seront à jour. À chaque fois que vous appelez ce score, vous aurez l'information la plus fraîche possible. Très bien. J'ai Patricia qui repose une question. Si la mise en place de ce score elle pose la question de savoir si la mise en place de ce score va engendrer un coût supplémentaire pour vos clients, sachant que les expériences de paiement sur nos portefeuilles nous permettent d'alimenter nos bases de données. Alors, vos expériences de paiement, nous ne les gardons pas dans nos bases de données. Elles sont à vous, en l'occurrence. Donc, nous les utilisons pour vous, dans votre score. Mais par contre, on ne les conserve pas. Donc, c'est bien vos informations. Après, il y a d'autres programmes qui permettent pour apprendre, on en reparlera, mais ce qui est important, c'est que cette donnée est à vous et seul vous y avez accès. Nous, on n'en tient pas compte.
En fait, l'intérêt on la garde pas. de score modulable, c'est un score qui est vraiment orienté aujourd'hui aussi sur de la PME. On peut faire des scores sur mesure, donc on en fait déjà pour des grands clients. Voilà. Et l'intérêt, c'est de se dire, il faut faire bénéficier aussi cette expertise au niveau de la PME. D'où cette idée de le rendre modulable et d'où cette idée de le rendre industriel. En fait, ce qui est vraiment important, Alain l'introduit, c'est que ces réflexions ont été amenées sur des grands comptes sur lesquels on a travaillé dans des cadrages sur comment mieux avoir plus de visibilité sur le risque. On a voulu standardiser cette approche en disant, oui, les grands groupes ont un besoin naturel, on y répond. L'ensemble des entreprises françaises ont ce même besoin adapté. Donc, on a construit ces offres-là pour répondre à votre problématique en partant de réflexions qu'on a avec des clients en amont. On va prendre 2-3 questions avant de terminer pour pas dépasser le planning qu'on s'était fixé. J'ai Valérie qui nous pose une question de comment savoir si les informations que vous indiquez sous la forme de données privées sont un bilan confidentiel ou une enquête menée auprès de la société. C'est une très bonne question. Bon, en absolu, à 90%, c'est de données privées, c'est de données bilan confidentiel. On a quelques enquêtes, quelques données privées qu'on récupère grâce à nos relations dans le monde bancaire ou autres qui nous donnent des bilans privés. Dites-vous qu'à 90%, ce sera un bilan confidentiel de Macron. Je crois que c'est plus de la moitié des bilans sont confidentiels sur Macron, donc c'est extrêmement rare qu'on vous donnera une information de type privé. Par contre, les rares fois où ça arrive, ça peut vous accompagner parce que du coup, vous avez accès à une information hautement confidentielle. Bien. J'ai Hugues qui nous pose une question. Quelle communication sur le score modulable aux utilisateurs prévoyez-vous? La question est quand même très large. En l'occurrence, ce qui va se passer sur ce score, c'est que en amont, vous demandez le score pour une entreprise, donc vous donnez l'information à l'entreprise, on vous répond le score et les sous-scores d'ailleurs associés, et voire même les informations quand elles ne sont pas confidentielles, pour vous dire, voilà la note de ce score modulable en réponse à votre appel. Demain, et très vite d'ailleurs. Après, je ne sais pas si la question, en fait, ici, c'est plus une question sur la communication. Ouais. C'est la question. Alors, ça, c'est la communication, une communication parfaite, justement, de présentation qui reprendra un peu les éléments qui ont été présentés aujourd'hui. Pour les utilisateurs, et je pense que c'est ça que tu allais répondre, Patrice, concernant l'intégration dans les outils existants. C'était la question suivante. Voilà, j'y allais. Effectivement, demain, et vraiment demain, on est en termes d'informatique demain, ce sera directement dans EliPro, vous pourrez y accéder via EliPro, via un module spécifique dans EliPro. Après, si vous souhaitez avoir plus d'informations ou prendre contact avec nous pour justement modéliser ce score modulable, vous pouvez le faire dès à présent sur notre site internet, nous contacter et nos experts vous rappelleront. C'était aussi le but justement de vous introduire cette technologie-là aujourd'hui pour aussi potentiellement vous puissiez rentrer en contact avec nous si vous avez des questions plus précises. Et enfin, on va prendre une dernière question de Anthony. Vous avez évoqué la construction de sous-scores complémentaires, notamment un sur la RSE. Quels seraient les critères appréciés sur un sous-score RSE? Très bonne question, en l'occurrence, et vous êtes en plein dans nos réflexions marketing sur le sujet, sur ce RSE. On est en pleine réflexion, donc on ne vous donnera pas complètement tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment l'innovation, et d'ailleurs la loi l'oblige, je crois, en 2024 sur ces critères RSE pour les grands groupes. Il y a une chose sur laquelle on travaille d'ores et déjà avec certains clients, ce qu'on appelle le taux de dépendance. Effectivement, est-ce que vos fournisseurs dépendent trop de vous? Et du coup, on vous donne l'information si votre fournisseur, vous représentez plus de la moitié du chiffre d'affaires de votre fournisseur, ça peut être dangereux. C'est-à-dire que votre fournisseur dépend de vous et vous êtes redevable contre don, vous êtes redevable qui dépendent de vous. Donc, l'une des premières réponses qu'on a dessus, c'est la toute première réponse qu'on a, c'est sur cette dépendance avec vos fournisseurs. Et il y en aura plein d'autres dans les années à venir. Très bien. Et bien, écoutez, on n'a plus d'autres questions. Donc, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à tous les participants pour leur présence et pour le temps qu'ils ont pu allouer à notre webinaire. Vous allez recevoir le lien du replay dans les prochaines heures, voire les prochains jours. On reste à votre disposition si vous avez des questions via notre site internet elisphère.com ou directement par mail à l'adresse webinar@elisphère.com. Merci messieurs pour cette présentation. Merci et merci à vous pour la question.
Et puis, du coup, on vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.